Tais-toi, tu n'iras pas en Italie, aboya mon père après avoir volé mes 10 000 $ de fonds de vacances. Alors prépare tes valises pour le tribunal, répliquai-je en gelant leur compte et en portant plainte pour vol. J'attends vraiment avec impatience le voyage de la semaine prochaine, dis-je. Mon père ne leva même pas les yeux de son téléphone. Nous sommes déjà allés aux Maldives sans toi le mois dernier. Je suis resté là, choqué, me demandant si j'avais bien entendu. Puis il a levé les yeux, a esquissé un petit sourire et a ajouté, « Ouais, c'était un peu un truc de dernière minute, juste nous. Ta mère pensait que tu t'en ficherais. » Ma mère était déjà de l'autre côté de la pièce, en train d'enlever ses sandales. Sa peau était bronzée et ses cheveux semblaient un peu plus clairs, certainement pas à cause d'un séjour dans l'Ohio en avril. « Vous avez utilisé l'argent que j'avais économisé pour mes vacances ?» demandai-je, plus confus qu'en colère. Mon père a ri comme si j'avais raconté une blague amusante. « Eh bien, tu ne l'utilisais pas, si ?» Je suis resté immobile dans l'encadrement de la porte du salon, tenant toujours l'enveloppe que je venais de récupérer à l'agence de voyage. À l'intérieur se trouvait mon rêve, 2 semaines en Italie. Je planifiais ce voyage depuis 1 an. Chaque fois que j'étais payé, je mettais de l'argent de côté. J'ai arrêté de commander de la nourriture, j'ai sauté les sorties, j'ai même vendu de vieux gadgets. Je n'étais qu'à 2 semaines du départ, et maintenant il me disait que l'argent avait disparu. Mais je n'ai pas paniqué, pas cette fois, pas après des années passées à être l'enfant de secours, celui qu'on oublie. Très bien, dis-je calmement, en remettant l'enveloppe dans mon sac. Souvenez-vous simplement que les audiences des tribunaux sont publiques. Cela l'a figé. Son téléphone a glissé de sa main et a heurté le sol. Ma mère s'est retournée, le visage pâle. Quoi ? De quoi parles-tu ? Demanda-t-elle. J'ai souri, mais pas le faux sourire que je forçais habituellement lors des dîners de famille. Celui-ci était réel, froid, tranchant. Je veux dire, ce serait dommage que les mauvaises personnes voient ces transferts, surtout depuis que vous avez déplacé l'argent sans ma permission. Vous vous souvenez que je suis le principal propriétaire de ce compte d'épargne, n'est-ce pas ? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée comme un poisson qui a du mal à respirer. Détendez-vous, ai-je ajouté, en entrant dans la cuisine et en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur comme si elle m'appartenait, parce que légalement, c'était un peu le cas, pour l'instant. Disons simplement que je n'ai rien signalé. La pièce s'est tue. Ma mère avait l'air de vouloir crier, mais elle ne l'a pas fait. Elle restait toujours silencieuse quand elle réalisait qu'elle n'était plus aux commandes. Je me suis dirigé vers les escaliers et me suis retourné une dernière fois. J'espère que les Maldives ont été amusantes parce que ce qui va suivre. J'ai légèrement incliné la tête, la voix toujours calme mais glaciale. Vous risquez de sérieux problèmes juridiques. Je vous suggère de prendre un avocat avant que les choses n'empirent. Je croyais autrefois que ma famille se souciait peut-être de moi, sans m'aimer ou me traiter de manière spéciale, mais se souciait suffisamment de moi pour me traiter comme un être humain, comme un membre de la famille, pas seulement comme quelqu'un qui paie leurs factures. J'avais tort. Voler mon argent de vacances, ce n'était pas seulement franchir une ligne, c'était y mettre le feu. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 1 an, je suis retourné vivre chez mes parents pour économiser de l'argent pour mon voyage de rêve en Italie. J'avais tout prévu, travailler dur, économiser et enfin faire quelque chose juste pour moi. Je leur en ai parlé dès le début. Mon père a hoché la tête comme s'il s'en fichait. Ma mère m'a adressé ce faux sourire doux qu'elle utilise toujours quand elle veut que je reste silencieux et serviable. Je gagnais bien ma vie. Je travaillais de longues heures dans un cabinet d'avocat du centre-ville, j'avais à peine le temps de dormir. J'ai renoncé à tout, pas de nouveaux vêtements, pas de week-end, pas de livraison de nourriture, pas d'achat en ligne, pas même d'abonnement à la musique. J'étais strict. Chaque dollar est allé dans ce fonds d'épargne. J'ai même laissé ma mère ouvrir le compte dans sa banque. Elle a dit, ça rapportera de meilleurs intérêts, chérie. Je m'en occuperai pour toi. C'était mon erreur. Pendant que je travaillais 70 heures par semaine et que je vivais comme un moine, ils utilisaient mon argent pour déguster des cocktails de fruits sur un yacht de luxe aux Maldives. Oui, un yacht. J'ai trouvé la preuve par hasard. Ma sœur, toujours aussi maligne, a posté des photos sur sa story privée en pensant que je ne les verrais pas, mais je les ai vues, et elle ne cachait rien, verre de jus pétillant, fête sur la plage, jet ski. Une photo montrait même mon père en train de donner un billet de 250 $ à un barman, mais 250 $. J'ai pris des captures d'écran de tout, mais honnêtement,
le pire n'était pas l'argent, c'était leur audace. Ils ont agi comme si je leur devais ça, comme si je devais me sentir chanceux qu'ils se soient fait plaisir parce qu'un peu de plaisir est bon pour la famille. Tu as toujours été le responsable, a dit ma mère un soir quand je l'ai confrontée. On ne pensait pas que tu serais contrarié. Tu n'as jamais été du genre spontané. J'ai ri au nez de ma mère. Tu veux dire que je ne suis pas stupide. Elle a grimacé comme si je l'avais giflé. Plus tard dans la nuit, mon père m'a arrêté dans le garage. Ses bras étaient croisés, la mâchoire serrée. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur d'être parent, a-t-il dit. Tout ce que nous faisons est pour la famille. Non, dis-je sèchement. Tout ce que vous faites est pour vous. Vous avez pris mon argent sans demander. C'est du vol. Nous n'avons pas volé, a-t-il crié en retour. Nous l'avons emprunté. Tu ne l'utilisais même pas. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? J'ai fait un pas de plus, ma colère montant comme un feu dans ma poitrine. Parce que nous savions comment tu réagirais. Il a explosé. Tu es tellement dramatique, tu te comportes toujours comme une victime, comme si nous étions là pour te nuire. Mais il n'y a jamais eu que l'argent. Il s'agissait de la façon dont il me voyait. J'ai toujours été le prudent, le discret, celui qui nettoyait leurs dégâts. J'ai payé le loyer de ma sœur quand elle a gaspillé son chèque de paie en faisant du shopping en ligne. J'ai aidé à couvrir la compte pour le nouveau camion de mon père quand son crédit a été refusé. J'ai discrètement payé une facture dentaire de $6 800 quand ma mère a eu une urgence, et elle a encore eu le culot d'en plaisanter à Thanksgiving. Tu es notre petit ange financier, a-t-elle gloussé pendant que tout le monde riait. Il ne se souvenait jamais de ce que je donnais, il se souvenait seulement de ce que je ne donnais pas. Et maintenant, je voyais clairement les choses, il n'avait jamais prévu de rendre l'argent. Il ne se souciait pas de mes objectifs. Il ne me respectait pas. Pour eux, je n'étais que le portefeuille stupide et fiable qui ne ripostait jamais. Jusqu'à maintenant. J'ai dit que j'allais intenter une action en justice. Quelque chose a changé dans leurs yeux. Mon père avait l'air nerveux. Ma mère est devenue pâle. Ils savaient que ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement mal, c'était illégal. Mais ce qui m'a vraiment choqué? 2 jours plus tard, ma mère est entrée dans ma chambre avec une tarte. Pas d'excuses, pas d'argent, juste cette tarte. Elle l'a posée sur mon bureau comme si c'était un cadeau qui allait tout arranger. Ta préférée, a-t-elle dit avec un doux sourire. Je l'ai regardée comme si elle n'était même pas réelle, comme si elle était une figurine de verre, vide, fragile. Tu penses vraiment qu'une tarte aux cerises compense le vol qualifié, ai-je demandé, en la repoussant vers elle. Son sourire s'est brisé. Arrête d'être si dramatique. Nous sommes une famille. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon classeur et j'ai ouvert un tiroir. J'en ai sorti un dossier intitulé « Preuves », rempli de captures d'écran, de relevés bancaires et de photos. Je l'ai fait tomber sur la table avec un bruit sourd. Commencez à me traiter comme un étranger, dis-je, parce que je suis sur le point de vous traiter comme tel. Puis j'ai quitté la pièce, passant devant son visage choqué, devant mon père qui écoutait clairement en haut des escaliers, devant la version de moi-même qui avait l'habitude de laisser passer ces choses. Cette version de moi-même avait disparu. La semaine prochaine, j'étais censé m'envoler pour Kyoto, maintenant j'étais prêt à faire s'écrouler leur château de mensonges. Tout a commencé par un coup, pas fort, pas précipité, juste des tapotements calmes, réguliers à la porte d'entrée, le genre de coup qui vous tord l'estomac avant que votre esprit ne sache pourquoi. J'étais dans la cuisine en train de boire du café et de penser au moment de déménager. J'avais déjà décidé de partir, il ne restait plus qu'à choisir une date. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Un homme en costume noir, un dossier à la main, une expression neutre. Pas un vendeur, un huissier. J'ai ouvert la porte. Êtes-vous John Garcia? Oui. Vous avez été signifié. Il m'a tendu une enveloppe et s'est éloigné comme s'il venait de déposer une pizza. À l'intérieur, des documents judiciaires, une affaire civile. Les accusations énumérées, retrait non autorisé de plus de $9 700, utilisation abusive d'un compte bancaire partagé, violation des droits financiers personnels, déposés par moi contre mes propres parents. Quand je me suis retourné, ma mère se tenait derrière moi en robe de chambre, le visage pâle et stupéfait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai laissé tomber l'enveloppe sur la table dans le couloir. Exactement ce que ça a l'air. Ses mains tremblaient.
Tu nous traînes en justice? Je vous ai prévenu, dis-je froidement. Je vous ai donné du temps. Je vous ai donné une chance. Où sont tes parents? Siffla-t-elle, la voix s'élevant. Vous êtes des voleurs, rétorquai-je. De vrais parents ne vident pas le compte de leur enfant pour boire des cocktails Bahama Beach et se faire masser sous une cabane. À ce moment-là, mon père est entré, en train de nouer sa cravate. Qu'est-ce qui se passe? Regarde sur la table, dis-je en sirotant mon café. Il a ramassé l'enveloppe, a jeté un coup d'œil à la première page et a explosé. As-tu perdu la tête? Tu nous poursuis en justice? Sais-tu seulement à quoi ça ressemble? Ouais, répondis-je. Ça ressemble à de la justice. Tu es fou, a-t-il crié. Tu veux nous embarrasser pour une simple vacance? Cette vacance était la seule chose pour laquelle j'ai travaillé toute l'année, dis-je, la mâchoire serrée. Elle ne vous appartenait pas. Nous t'avons donné la vie, a-t-il crié. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Tu penses que cette maison se paie toute seule, et maintenant tu agis comme si nous te devions quelque chose juste parce que tu économisais pour un voyage idiot? Grandis. Grandis, dis-je en m'approchant. Tu as oublié mon nom. Tu as déplacé de l'argent d'un compte que j'ai ouvert pour moi-même. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Je pourrais te faire arrêter. Ma mère a halté. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit. Et c'est moi. La pièce s'est tue. On pouvait sentir le moment où ils ont réalisé que je ne bluffais plus. Puis vint la performance. Ma mère s'est affaissée sur le canapé comme si on l'avait poignardée. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Épargnez-moi le numéro, dis-je froidement. Vous n'avez rien fait d'autre que prendre le contrôle de ma vie pour votre propre bénéfice. Mon père était furieux maintenant, le visage rouge, le poing serré. Tu veux jouer dur, très bien. Je ne suis pas là pour discuter, mais je ne vais pas laisser passer ça non plus. Ne crois pas que ça va se terminer en ta faveur. Les tribunaux de la famille n'apprécient pas les enfants gâtés qui poursuivent leurs parents. J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas un tribunal de la famille, c'est un tribunal civil, et j'ai des preuves, des relevés bancaires, des captures d'écran et les documents originaux du compte avec seulement mon nom dessus. Sa mâchoire s'est serrée. Et j'ai les emails, ai-je ajouté. Vous savez, ceux où maman a écrit « Ne t'inquiète pas, il ne remarquera jamais rien, il est trop gentil pour protester ». La tête de maman s'est tournée brusquement vers moi. Tu lis nos emails? Je n'ai rien piraté, dis-je. Tu as utilisé mon ancien ordinateur portable, tu te souviens? Celui qui synchronise tous les comptes de messagerie. Elle s'est tue. Je me suis tourné et j'ai commencé à monter les escaliers. Vous avez 30 jours pour répondre, puis l'affaire ira de l'avant. Dan, attends, m'a appelé ma mère. Pouvons-nous s'il vous plaît en parler? Plus de discussion, dis-je. Plus de tarte. Plus de culpabilisation. Plus de jeu. Elle a crié, nous sommes une famille. Les familles ne se font pas ça. Exactement, dis-je en m'arrêtant en haut de la marche. Mais vous l'avez fait. Alors, qu'est-ce que ça fait de vous? Ce soir-là, ils ont tenu une réunion de famille dans le salon. Je n'y suis pas allé, mais j'ai entendu chaque mot à travers les conduits d'aération. Ils ont chuchoté à quel point j'avais changé, ont blâmé Internet, ont dit que j'avais toujours été trop sensible. Mon père a dit qu'ils appelleraient notre cousin l'avocat pour me remettre sur les rails. Mais ça n'avait pas d'importance. J'avais déjà intenté le procès en mon nom avec toutes les preuves par le biais d'un groupe d'aide juridique qui aide les personnes victimes de violences financières par leur famille, et je n'allais pas reculer. Le lendemain matin, j'ai réservé une chambre d'hôtel. J'ai emballé mes affaires, et juste avant de quitter la maison, j'ai placé une dernière enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Il était écrit, le montant que vous avez pris, 10 000 $. Le coût de me perdre, inestimable. Puis je suis sorti. Laissez-les crier, laissez-les se mettre en colère, laissez-les s'asseoir dans le silence que j'ai laissé derrière moi, parce qu'il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de moi, et pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas la permission d'exister. Je suis parti dans un silence complet ce soir-là. Personne n'a essayé de m'arrêter, pas de larmes, pas de câlins, juste le bruit de ma valise qui roulait dans les escaliers et l'écho de moi devenant finalement un étranger pour eux. L'hôtel était petit mais propre, drap frais,
calme, une salle de bain privée. Pas de partage, pas de tension, pas de jugement. Cette première nuit sans la pression constante de mon père et la culpabilité silencieuse de ma mère, j'ai dormi pendant 10 heures d'affilée. Pas de rêve d'alarme, pas de panique au sujet du lendemain, juste la paix. Je me suis réveillé avec un appel. Je savais déjà qui c'était, maman. 4 appels manqués, 2 messages vocaux, 7 textos, chacun commençant par « tu devrais avoir honte ». Chacun se terminant par « tu vas le regretter ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas lu les messages. Je me suis juste préparé une tasse de café. Dès le 2e jour, ils ont envoyé d'autres personnes pour essayer de me joindre, les amis de ma mère, sa sœur, même un cousin de Floride que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Ils ont tous dit la même chose, c'est votre famille. Êtes-vous devenu fou de poursuivre vos propres parents? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pris des captures d'écran de tout. Je n'ai répondu qu'à 2 personnes. Tante Karen m'a envoyé un message, je sais qu'ils ont eu tort, mais n'est-ce pas un peu trop? J'ai répondu, ils ont volé mon argent, ont menti à ce sujet, m'ont piégé et ont agi comme si ce n'était pas grave. Ce n'est pas trop. Ça s'appelle un crime, et oui, je trace la ligne maintenant. Le 3e jour, le silence a pris fin. J'ai reçu un appel de l'avocat de mes parents. Il voulait régler l'affaire. Il a offert de me rembourser la moitié. La moitié, ai-je répété. C'est censé être une blague. C'est une offre de bonne volonté, a-t-il dit. Ma bonne volonté était de ne pas appeler la police, ai-je répondu. Vous avez 3 jours. Le montant total ou je rends ça public. Je ne faisais pas de vaines menaces. J'avais déjà parlé à un journaliste local qui couvre les histoires de familles profitant de leurs proches. Elle aimait tout ce qui impliquait de l'argent et du drame. Le 4e jour, ma mère s'est présentée à l'hôtel et a frappé à ma porte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je ne suis pas ici pour me battre, a-t-elle dit depuis le couloir. Je veux juste parler. J'ai ouvert la porte. Elle était différente, pas de maquillage, pas d'expression artificielle, juste fatiguée et usée. On ne pensait pas que tu irais aussi loin, dit-elle doucement. Je vous ai prévenu, ai-je dit, froidement et calmement. Ça va déchirer notre famille. J'ai hoché la tête. Vos actions l'ont déjà fait. Elle s'est assise sur le bord du lit. Ton père, il n'a pas dormi. Il est en colère, mais en réalité, il a peur. Il devrait, ai-je répondu. Nous pouvons rendre l'argent. Tout. Mais quoi, ai-je demandé. Tu dois annuler l'affaire. Tu dois nous pardonner, a-t-elle dit. Je n'ai pas dit un mot. Tu as fait des erreurs aussi, a-t-elle ajouté. Peut-être que c'était juste un malentendu. J'ai laissé échapper un rire sec, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. Ce n'était pas un malentendu, maman. C'était du vol. Vous l'avez planifié. Vous l'avez choisi, et maintenant vous voulez le pardon? Je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux chaque dollar, plus quelque chose pour le stress et la douleur, et puis je veux que vous 2 sortiez de ma vie. Elle a détourné le regard. Alors tu nous coupes vraiment les ponts pour quelques milliers, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Je vous coupe les ponts pour moi-même. Elle est sortie. J'ai appelé mon avocat juste après et j'ai dit que j'accepterais un règlement, mais seulement s'il paie le montant total et me donne des excuses écrites. Pas d'excuses, pas d'accord, alors nous irons au tribunal. Le 5e jour, l'argent est apparu, $10 000 plus $500 pour les dommages émotionnels. La note accompagnant le paiement disait « Règlement privé ». Pas d'aveu de culpabilité. J'ai ri. Même maintenant, il ne pouvait pas dire désolé, et honnêtement, je m'en fichais. La première chose que j'ai faite a été de réserver mon voyage à Kyoto, le 17 mai, le jour où je commencerai à vivre. Le vol vers Kyoto était calme, pas de bébés qui pleuraient, pas d'étrangers qui parlaient sans arrêt, juste le doux ronronnement de l'avion et le sentiment croissant que j'étais enfin libre. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous nous élevions au-dessus des nuages et je me suis chuchoté à moi-même, tu l'as fait. Je ne parlais pas du voyage, je voulais dire survivre à eux. Pendant 3 semaines en Italie, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais pensé voir dans la vraie vie, des couchers de soleil sur le Vatican, des falaises orangées, un café qui avait le goût du paradis. J'ai rencontré des gens qui souriaient pour de vrai, qui disaient merci et le pensaient vraiment. J'ai dansé à un concert de rue à Naples.
J'ai pleuré en me tenant devant un tableau de Caravage. J'ai laissé la brise marine me rappeler ce que ressent la paix, et je n'ai pas pensé à mes parents. Enfin, peut-être une fois. Le 5e jour, j'ai vérifié mes emails. Il était là, objet, pouvons-nous parler, de mon père. J'ai ri, un rire profond et amer venant de quelqu'un qui s'était autrefois trop soucié. Je ne l'ai pas ouvert. Quelques jours plus tard, un autre est arrivé, tu nous manques, cette fois de maman. Elle avait joint une photo d'elle-même, de mon père et de ma sœur assis sur le porche, sans sourire, sans chaleur, juste des visages vides de personnes qui ont finalement réalisé que la banque était fermée, le bouc émissaire avait disparu, et le contrôle qu'ils aimaient était terminé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté une photo de moi debout sur un toit à Florence, du jus de grenade dans une main, la ville illuminée derrière moi. Légende, imperturbable, indisponible, impénitente. Les commentaires ont commencé à affluer, anciens amis, anciens collègues, même des inconnus complets. Tu as l'air libre. Ta transformation est irréelle. Quel est ton secret? J'ai souri et j'ai répondu à l'un d'eux, la paix est chère mais vaut chaque centime. Quand je suis rentré chez moi, j'ai emménagé dans un appartement tranquille près de la rivière, pas de colocataire, pas de parents, pas de stress dans l'air, juste un espace qui n'appartenait qu'à moi. J'ai peint les murs de ma chambre dans un bleu nuit profond. Le soir, j'allumais des bougies juste parce que j'en avais envie. Chaque dimanche, j'achetais des fleurs fraîches et je préparais le dîner pour un comme si c'était une habitude sacrée. Il n'y avait pas de notes culpabilisantes collées sur mon réfrigérateur, pas de vieilles odeurs dans mes tiroirs me rappelant des années de contrôle. J'ai recommencé à dessiner, ce que je n'avais pas fait depuis l'âge de 15 ans. C'est revenu naturellement, comme si je n'avais jamais arrêté. Les lignes se sont transformées en formes, les formes en visages, et plus d'une fois j'ai réalisé que je dessinais des versions de moi-même que je ne m'étais jamais senti assez courageux pour devenir jusqu'à présent. Mais le meilleur? Je suis resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto. Est-ce que ça me rendait froid? Peut-être. Mais non, je n'étais pas cruel, j'étais enfin juste. Et le karma, il reste silencieux aussi parce que 2 mois après le règlement, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Hey, je veux juste te dire merci. Je suis Noah, ton cousin. J'ai coupé les ponts avec eux aussi après ce qu'ils t'ont fait. Je n'ai jamais eu le courage de me lever, mais toi oui. Tu as montré au reste d'entre nous que c'était bien. J'ai juste regardé l'écran. Puis un autre message est arrivé. Mes parents ont toujours dit que tu étais bizarre. Maintenant, je pense que tu étais juste le premier à s'être réveillé. Puis un de plus, celui-ci inattendu, de Linda, la meilleure amie de ma sœur. Je la connaissais à peine, mais elle a écrit, ta mère a dit à tout le monde que tu étais ingrat, que tu perdais la tête, mais je me souviens quand elle t'a emprunté de l'argent après l'opération du cœur de ton père et l'a utilisé pour refaire la cuisine à la place. Tu n'étais jamais instable, tu étais juste fini. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais pas obligé de le faire, mais j'ai sauvegardé chacun d'eux, chaque message dans un dossier intitulé « Preuve de liberté ». Puis, une nuit pluvieuse d'octobre, j'ai reçu un message vocal. C'était la voix de ma mère. Je ne l'avais pas entendue depuis ce jour à l'hôtel. On vend la maison, a-t-elle dit. Elle est trop grande maintenant, trop silencieuse. Ta sœur appelle à peine. Ton père parle à peine. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes, je voulais juste te le faire savoir. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as gagné. J'ai regardé mon téléphone. Un numéro, j'ai survécu. Gagner signifierait qu'ils ont changé, survivre signifiait que je l'avais fait. J'ai bloqué son numéro. C'était le dernier coup sur un long et tordu jeu d'échecs de culpabilité et de contrôle, et je ne l'ai pas fait par haine, pas même par colère, juste avec une clôture calme et claire. Ce même soir, je suis allé à la fenêtre. Dehors, la ville brillait sous de doux lampadaires et une pluie constante. Je me suis assis sur le rebord et j'ai versé un verre de jus de grenade. Quelque part dans la rue, un couple se disputait, un voisin jouait du jazz lent depuis son balcon. J'ai regardé dehors et j'ai chuchoté aux garçons que j'étais autrefois, ils ne t'ont pas brisé. Tu es devenu l'homme que je suis maintenant. Et ceci n'est que le début. La tempête était passée. Maintenant, il n'y avait que la paix.